Salut, alors aujourd'hui on va revenir sur l'ampli Cabas qui m'a été prêté parce que j'ai reçu ce petit document qui en dit un peu plus à cette gamme d'appareils. Alors celui que j'ai n'est pas tout à fait pareil, il n'a pas ce vumètre ici, il n'a pas le réglage de volume là, mais bon, c'est je pense le même appareil, ça ressemble assez. En fait, il y a une petite description ici des caractéristiques. Des choses qui disent plusieurs modules, module ampli, module d'alimentation, enfichable, ce qui en facilite la maintenance, ce qui est vrai. Et quelques descriptifs plus techniques. À l'entrée, on retrouve un amplificateur différentiel suivi d'un tâche déphaseur attaquant des transistors de puissance. Bon, sauf que c'est pas du tout ça. Hein. J'ai pas vu d'amplificateur différentiel. Je sais pas où il est. Alors peut-être que le modèle que j'ai est directement en symétrique et qu'il n'y a pas cet étage de fourni. C'est peut-être une différence. Contre-réaction importante, en courant continu, stabilise le système, contre-réaction partielle en alternative qui permet de supprimer pratiquement toutes les distorsions de l'amplificateur. La contre-réaction globale, oui, je la vois, hein, elle y est, hein, mais la contre-réaction partielle en alternative, je ne sais pas trop où elle est. Est-ce que c'est ce système de condensateur, etc. C'est partiel, mais c'est en plus plein dans la bande passante, je ne suis pas tout à fait sûr du résultat. Néanmoins, ça ne fait pas supprimer pratiquement toutes les distorsions de l'ampli. Alors peut-être que simplement il n'est pas très bien réglé, hein, mais bon, j'ai pas réussi à obtenir moins que ça. Alors, un dispositif de compensation en température, ben, c'est ces fameuses thermistances. Alors ça, j'ai eu une remarque sur mon blog là-dessus, où moi je considérais que c'était une protection, et la personne pensait plutôt que c'était plutôt une régulation du point de repos en courant. Oui, 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 on peut le prendre comme ça, c'est vrai. Je pense que c'est une manière de protéger le truc, mais effectivement, et ils le disent eux, ça permet de garder le débit constant. Alors, moi, je ne suis pas super fan de la thermistance parce que sa loi physique est différente de la loi physique que des semi-conducteurs ou des jonctions en général. Et déjà à l'époque, les compensations par des transistors ou par des diodes existaient déjà. Donc la thermistance, je trouve que c'est un moyen plutôt grossier de faire ça. Alors oui, pour moi c'est une protection, ça évite justement de s'emballer en gardant un courant plutôt constant. Mais c'est aussi effectivement une régulation. C'est une question de point de vue, vraiment. Alors ensuite, les diotransistors sont du planar. Bon, évidemment, à l'époque, c'est ce qui se faisait de mieux, entre guillemets. Alors après, c'est ça qui est intéressant qui m'a fait faire cet épisode. Chaque module est équipé d'un système de protection électronique qui évite aux transistors de puissance de travailler en dehors de l'aire de sécurité garantie par les constructeurs. C'est pour toutes les conditions de fonctionnement de l'amplificateur. De même, l'alimentation est équipée d'un système qui protège les transistors de puissance contre les mises en avalanche qui peuvent se produire quand on utilise un amplificateur sur une charge inductive. Le système de protection utilise en effet évite les effets de pompage et déclenchement de limitation lors de surintensité brève, phénomène qui existe sur beaucoup de protections actuelles. Ils ont été spécialement calculés pour que les amplificateurs puissent utiliser toute sa puissance sans augmentation de la distorsion. Alors là, ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi au niveau de l'alimentation. Alimentation qui se présente sous la forme d'un petit module, hein, d'un petit circuit imprimé a priori, mais en fait un sandwich de deux circuits, avec quelques transistors et tout ça. Et donc manifestement, quand on les lit, c'est à la fois un système de protection, un système qui protège contre les mises en avalanche, qui évite les effets de pompage, etc. Donc, ben ça... c'est peut-être une alim régulée avec des limitations au courant, etc. Donc il y a quelque chose de là, peut-être qui est intéressant d'aller voir. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur le tableau et puis regarder un peu ce schéma et voir comment ça marche et qu'est-ce que ça peut bien faire. Alors juste avant, on va juste lire pour le plaisir la petite phrase ici. La politique de recherche poursuivie sans relâche par Cabas peut amener les constructeurs à modifier sans préavis certains composants caractéristiques pour s'écarter spécifications, tralala, toujours dans le cas où les performances ne pourront n'en être qu'améliorées. Ils en sont très fiers, très très fiers. Et là, je peux dire, on va pas être déçus. Donc, on va aller voir un petit peu le schéma, et puis, voilà, on va manipuler un peu là-dessus. Donc, après avoir passé un certain temps à retourner le schéma et à essayer de comprendre un peu la structure, alors voici. Un schéma tout à fait étonnant, tout à fait bizarre, qui donne l'impression d'être quelque chose qui n'est pas du tout. Alors, on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne ce machin. Alors, ça commence par transformateur, diode, pompe diode, self, kappa, résistance de décharge de kappa. Donc, entre ici et là, on a
simple alimentation non régulée. Ici d'à peu près 46-47 volts. Hein. Ici, j'ai noté la masse du côté négatif et le plus du côté positif, c'est juste pour la clarté du schéma, sachant que dans cet ampli-là, le positif est à la masse et le négatif, c'est moins 46. Donc j'ai mis ça de manière plus conventionnelle pour mieux voir. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, l'alimentation qu'on retrouve là, hein, ici, je l'ai dessiné pour être vertical, on a simplement la partie positive qui avance, qui passe via un transistor de puissance, un transistor ballast, et qui va vers la sortie. Alors là-bas, c'est vers les amplis. On a ici la masse, on a des composants qui viennent interférer, qui viennent alimenter, enfin tout du moins rajouter des signaux là-dedans. Donc ça a l'air d'être un truc plutôt classique, transistor ballast, donc on se dit régulation, évidemment. Hein. Alors, Cabas est aimant particulièrement des Larrington, on en retrouve un là, mais en fait c'est plus que ça. Ici on a 1, 2, 3, 4 transistors à la queue. Donc, quand on regarde une chaîne comme ça, on se dit, là, c'est quelque chose qui a un gain colossal. Déjà, bon. Alors, on peut se dire, bon, gain colossal, c'est comme nous, on fait habituellement avec des amplis hop, un système contre-réactionné, une référence de tension, et puis, voilà, avec quelque chose qui a beaucoup de gain au milieu, et puis, hop, on a quelque chose de solide et qui régule bien. Sauf qu'ici, il y a une grosse subtilité, c'est qu'il n'y a aucune source de référence de tension. Il n'y a que dalle. Ça, c'est pas une source de référence de tension. C'est, au contraire, c'est un transistor qui est polarisé par... En fait, ces deux branches-là. Alors, c'est quoi ces deux branches-là? C'est important parce que, en fait, ces deux branches-là, c'est ce qui alimente tout le système. En fait, elle est prise au borne du transistor de puissance. En fait, c'est la chute de tension au borne du transistor de puissance qui alimente le système. Sachant qu'il est relié au plus. Et il y a une chute de tension ici, on a quelque chose, quelques volts en dessous, ce qui fait que ça alimente le tout. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça polarise les transistors ici, ça polarise celui-là qui, en fait, est une charge. Celui-là, c'est une simple charge pour celui-là. Simplement, il est chargé, il y a des résistances ici qui polarisent, il y a une capa de découplage qui fixe ça, ce qui fait que lorsqu'on consomme du courant ici, ça ne va pas trop bouger. Il y a juste en fait maintenant, juste la base du premier transistor de toute la chaîne, qui est, via un potentiomètre, mis un potentiel. Alors ici, on est sur l'alimentation. Hein. On voit ici, entre ça et ça, c'est l'alimentation. Donc on va prendre une fraction de l'alimentation en entrée, chose totalement inédite. Lorsqu'on veut faire une régulation, on prend toujours en sortie. On compare la sortie par on va dire une référence, et puis voilà, et puis on régule. Sauf que là, c'est pas un régulateur du tout. Il n'y a absolument rien là-dedans qui ressemble de près ou de loin à une alim régulée. C'est absolument pas une alim régulée du tout. Et en fait, ce montage-là, je vais y aller directement, c'est imbistable. C'est-à-dire, c'est un montage qui peut être dans deux états stables différents. Alors, on peut faire un parallèle avec des portes logiques. Une porte logique, quand on met un 0 en entrée, par exemple, si c'est un suiveur, on a 0 en sortie. Si on monte la tension graduellement, par exemple sur du TTL, ou sur ce genre de porte, si en entrée, on passe de 0 à 5 volts d'une manière graduelle, en sortie, ça ne va pas suivre. Ça va rester à plat et tout d'un coup, ça va sauter et ça va ressortir. Simplement, la porte en elle-même, elle a un gros gain et on pourrait voir ça aussi sous la forme d'un comparateur. Un comparateur qui va sauter d'un état à l'autre selon l'entrée. Et pour pouvoir faire ça, en fait, il faut un gain énorme. Les comparateurs sous forme d'ampli hop sont en fait des ampli hop, donc avec un grand gain, sans contre-réaction, qui ont en fait des gains énormes et qui peuvent passer d'un état à l'autre à la moindre variation au niveau du seuil. Alors ce grand gain qu'on retrouve dans ce genre d'opération, en fait c'est la succession de tous ces transistors-là. C'est-à-dire que ici, va y avoir un seuil ici de polarisation qui fait que d'état saturé, c'est-à-dire passant, le système va complètement repasser en système ouvert, hein, bloqué. Système bloqué. Et en fait, c'est le gain de ça qui fait que la plage de transition va être ultra étroite. Voilà, on est quasiment à chaque fois en multiplication du bêta du système. En fait, qu'est-ce qui va conditionner ce changement d'état? On a une valeur de comparaison, une consigne, ici qu'on va prendre à partir de l'alimentation. Cette consigne, vu que c'est un système bistable, en fait, on n'est pas très... c'est pas très grave si c'est pas ultra précis sur le point de basculement. Hein, donc on peut le prendre à l'entrée sans problème.
Et si c'est un point de basculement, et si en sortie on passe à 2 états, c'est pas en sortie qu'on va aller prendre les valeurs de référence, évidemment. Donc on le prend forcément à l'entrée. Et l'autre valeur qui va servir de comparaison, c'est la tension au bord du transistor. C'est-à-dire, en fait, ce qui va varier, c'est ce transistor-là et sa charge ici, qui sont alimentés par, justement, cette chute de tension qui est au bord du transistor. Le fait qu'on tute du courant ici, va faire que va y avoir une chute de tension ici, il va y avoir une chute de tension collecteur-émetteur du transistor, hein, avec la consommation, ça s'écarte. Et en fait, on va faire bouger le point de repos de ça, et à un moment, ce transistor-là va changer d'état, et en fait, va arrêter de conduire. Et le système va s'arrêter de conduire. Et donc, c'est la comparaison entre cette tension-là et la tension qui vient là. En fait, le point commun de la comparaison, c'est le point ici, c'est cette branche-là. En fait, on compare cette tension-là avec celle-là, d'une manière indirecte, c'est-à-dire qu'on fait changer la polarisation de ce transistor-là d'un côté et la polarisation basse de l'autre. Et à un moment, en fait, le transistor va se mettre à arrêter de conduire, ou suffisamment peu pour que ça influe un petit peu là, ça influe beaucoup par le gain de celui-là, ça influe énormément là, et là, pof, il est ouvert. C'est un circuit ouvert. Et en fait, l'alimentation ne débite plus. Il va rester quand même un résidu d'alimentation parce qu'ici il y a une résistance. Donc il va continuer à alimenter, qui va mettre une tension ici. Plus en fait le seuil de commutation va se faire à des courants élevés, plus ça va se rapprocher de zéro. Hein. C'est normal, il y aura une plus grande chute de tension ici parce que ce qui tute de l'autre côté est une charge très faible. Voilà, donc ça c'est juste une bascule. C'est en fait une protection. À partir d'un certain seuil de consommation, ce système va en fait ouvrir le transistor là, qui va se retrouver bloqué. Alors, bon, c'est une idée, hein, c'est un système donc de protection. Alors, ces systèmes de protection, ils ont deux caractéristiques vraiment spécifiques. La première caractéristique, c'est qu'ils ne sont pas réarmables a priori. Celui-là, il n'est pas réarmable, parce qu'une fois qu'il se retrouve dans l'état où le transistor ne passe plus, on ne peut plus le réarmer. Il est dans un état stable, et si on arrête le courant ici, ça ne change pas grand-chose à cause de la résistance ici qui continue à l'alimenter. Et en fait, il faut éteindre l'appareil, ou alors vraiment réduire la consommation à quasiment plus rien, pour que graduellement il revienne dans son premier état. Donc on ne peut pas juste en baissant le niveau le réarmer. Il faut vraiment descendre le niveau très bas pour revenir à son état d'origine. La deuxième difficulté et en fait problème de ça, c'est qu'on ne sait pas dans quel état il va démarrer. Et ça c'est un souci parce que ce sont deux états stables. Au démarrage, on peut avoir une mise dans un état qui va alimenter l'appareil et qui va faire que hop, il se met dans l'état passant. Mais il peut très bien se mettre dans la tension et se retrouver dans un état non passant et donc ne pas alimenter la suite et se retrouver dans le deuxième état stable. Et donc le problème c'est qu'il faut qu'il démarre correctement, dans le bon état. Et bien c'est le rôle en fait de la résistance 1K2 et étonnamment de la diode. Alors ça, ce n'est pas très clair. Alors moi, là, c'est vraiment mon interprétation, parce qu'on le voit sur les simulations. On va simuler ce schéma sur LTSpice, et on va voir son fonctionnement. On va voir comment, sa réaction, comment les réglages fonctionnent. Et on va voir que cette diode va probablement déjà servir en cas de retour de courant dû au self, des transfos, du haut-parleur, tout ça, va faire passer la tension de l'autre côté et bon, on va l'amortir grâce à la capa qui est grosse et qui a une impédance interne très faible. Mais aussi, cette diode-là va servir au démarrage de ce système-là et va servir aussi au bon fonctionnement de ce système. Alors, la résistance, elle, joue aussi dans le démarrage. Ça fonctionnerait correctement s'il n'y avait pas la diode pour démarrer dans le bon état. Mais le comportement du truc n'est absolument pas fiable. Le comportement n'est pas fiable. On va le voir, ces simulations, que ça fait un peu n'importe quoi par certains moments. Ça fait pas ce qu'on veut. Ça fait pas du tout ça. Ça fait des choses beaucoup moins... En fait, ça fait des choses plus comme ça. On va voir que ça fait des choses comme ça. Mais, donc la diode est indispensable au bon fonctionnement de ce truc. Sauf que quand on regarde bien, la diode, elle est polarisée dans ce sens-là.
elle fait que du retour de courant. C'est vraiment bizarre. Ça voudrait dire que pour qu'elle passe, il faudrait que la tension de sortie soit supérieure à la tension d'entrée, ce qui est impossible. En simulation, j'ai mis simplement une résistance de charge. Il n'y a pas de self, il n'y a rien de tout ça. Donc, si la diode a un impact et qu'elle est ici en inverse, ça veut dire que ce qui fait fonctionner le truc, c'est le courant de fuite inverse de la diode. Une diode comme ça, quand elle est polarisée en inverse, a un tout petit courant, qui est un courant de fuite qui est assez constant. On peut considérer que c'est un petit générateur de courant, dans ce sens-là, et constant, et qui fait que ça fait fonctionner le truc. L'explication réelle, il faudrait vraiment l'étudier de près, c'est vraiment bizarre, je n'ai pas d'explication vraiment comme ça pour comprendre pourquoi il faut cette diode-là pour que ça marche, mais en tout cas, et une chose est sûre, c'est que cette diode-là, ils n'y ont pas pensé au départ. La raison est que la diode qui est ici, elle n'est pas sur le circuit. Elle a été rajoutée après, en dessous. C'est quelque chose qui a été mis après coup. Donc, ils ont trouvé ce moyen de faire un fonctionnement meilleur. Et c'est, à mon avis, soit empirique. Oui, c'est empirique. Je pense que c'est empirique. Et ils l'ont fait après coup. Il n'y a pas de trou sur le circuit avec la diode. La diode, elle est soudée en dessous et rajoutée après coup. Donc, c'est quelque chose dont ils se sont rendus compte. Et donc, en plus, c'est quelque chose qui n'était pas prévu pour protéger contre les retours Oh, c'est une amélioration qui est améliorée. Je ne sais pas si c'est un hasard, si c'est voulu, je ne sais pas du tout dans leur état d'esprit d'où ça sort. Néanmoins, cette diode, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est un composant critique pour le fonctionnement de ce système. Donc voilà, c'est vraiment, là j'avoue, on peut pas dire que ce soit pas original. Là, c'est clair que Cabas, la recherche permanente fait quand même qu'ils ont quand même cherché des trucs pour vraiment faire original. Mais c'est pas une régulation, c'est juste une protection. Il existe d'autres techniques de protection qui sont beaucoup plus simples que ça, qui sont tout à fait efficaces et qui font qu'il n'y a pas besoin de ça. Mais je pense qu'il y a cette volonté de vouloir faire original à tout prix. Et ça marche. Hein. Là, on va pouvoir le regarder hein, sur l'ampli. Hein. Je vais pouvoir le mettre en route, augmenter la puissance jusqu'à ce que ça se mette en route. Et on va le voir que, en fait, l'indicateur qu'il y a, en façade, il est mis en parallèle là-dessus. Il est à ces bornes-là. Alors j'ai mis ça comme un éclateur néon, mais je pense pas que ce soit ça. Parce que la tension quand même ici, lorsqu'il est ouvert, c'est-à-dire on a une grosse fraction de la tension d'alimentation, on va pas aller au-delà de 40 volts, hein, quelque chose comme ça. Donc ici ça va pas être un truc néon. Je pense que c'est plus un truc à filament avec une résistance. Mais c'est une loupiote qui va s'allumer quand ça va s'éteindre. Quand il sera en état ouvert. Voilà. Donc c'était vraiment, voilà, c'est un schéma tout à fait original qui n'est pas du tout ce qu'on pourrait penser, hein, surtout au début. Ça a été assez difficile de le remettre en place parce qu'au début, en commençant à le faire, j'ai commencé à avoir cette résistance-là, et puis après le système. Et au début, j'ai cru que c'était un régulateur shunt. Et c'est quand j'ai vu que la résistance faisait 1,2 kg que je me suis dit c'est pas possible. Et en regardant de près, je me dis c'est pas possible, ça ne peut pas être une régulation. Et effectivement, après en l'ayant remis dans ce ordre-là, je me suis dit ah bah si, peut-être c'est une régulation, il y a un transistor ballast et tout, mais il n'y a aucune source de tension de référence, encore moins celle d'entrée. Là c'est sûr que pour la source de tension d'entrée comme référence, alors là on ne peut pas faire pire. Non, c'est un bistable de protection. Voilà. Donc voilà, le mythe, le mystère de ce petit circuit, là est levé. Là j'avoue, il y a quand même pas mal de choses originales sur cet ampli quand même. On ne peut pas dire le contraire. C'est assez marrant d'essayer de trouver, de comprendre des montages. Moi j'ai jamais vu ça. Hein. Les montages, je les ai jamais vus sous cette forme-là. Donc c'est intéressant. C'est un exercice qui est pas simple. Hein. Avant de comprendre le fonctionnement, j'ai regardé quand même à plusieurs fois. Hein. Ça m'est pas venu comme ça. J'ai l'air de faire mon malin comme ça, parce que je sais, mais j'ai regardé de près, je l'ai simulé pour voir, mais qu'est-ce qui se passe dans ce truc? C'est quoi le but? Et pourquoi ça bascule comme ça? C'est quand même assez malin, hein. Faut pas l'enlever, c'est assez malin. Mais on pouvait faire beaucoup plus facilement la même chose sans aller dans des trucs super tarabiscotés. Mais les mecs, ils réfléchissent quand même. Hein. On peut qu'admirer quand même la trouvaille du truc. Voilà. Alors,
On va passer sur LT Spice, on va regarder son comportement et après on comparera sur l'ampli lui-même. Et puis voilà, mais je pense qu'on aura fini ces 2 épisodes hein, sur cet ampli. Alors j'en ai d'autres qu'on m'a proposé, que je pense que je vais choisir. Voilà, donc... ah, je sais pas. Là, je vais poser une question à tous ceux qui regardent, qui sont allés au moins jusque-là. Alors, soit je fais la surprise, je choisis moi-même les amplis et puis ou les appareils en panne ou je sais pas que je vais réparer et faire une vidéo dessus. Soit je donne la liste de ce qu'on m'a proposé et je demande aux gens de choisir. Qu'est-ce que vous préférez? Je sais pas. Alors, écoutez, dites ce que vous voulez, ce que vous préféreriez. Si vous préfériez que ce soit moi qui choisisse l'appareil ou vous qui choisissiez. Hein. Dans ce cas, je ferai une petite vidéo avec la liste des appareils, une sorte de sondage. Et puis dans les commentaires, je dirais à la limite sur les, on va dire, sur les 3-4 jours de la mise en ligne de la vidéo, je prends les références qui ont été la référence qui a été la plus demandée, je prendrai celui-là. Donc je ferai ça sur, admettons, 3 jours. Hein. Et puis voilà, puis après je contacterai le propriétaire pour dire je vais le prendre. Après on continuera, je remettrai ceux qui n'ont pas eu de chance ou qui ont eu moins de succès, j'en rajouterai d'autres, etc. Si ça vous convient, dites-le dans les commentaires. Moi je le ferai comme ça. Sinon, arbitrairement, je choisirai moi-même le truc. Bon, on va aller simuler ce truc-là, voir un peu comment ça se comporte, et puis voilà, on aura fini cette série sur cet ampli Cabas. Donc, alors ici j'ai le générateur BF qui est branché dessus, j'ai donc l'ampli, le voyant de surcharge qui va dire quand il sera basculé en protection, le module d'alimentation avec son réglage de potentiomètre, ici le multimètre qui me permet de mesurer la tension d'alimentation, ici on est à peu près à 47 volts. Alors j'ai montré, là ici je suis à vide, hein, j'ai pas de signal qui rentre dedans. Si je règle le potentiomètre, en fait, si je le réduis, à un moment, hop, il a baissé d'un coup, il est passé à moins 34 volts. Et si je tourne dans l'autre sens, alors il y a un gros hystérésis, voilà, il revient à la valeur d'origine. Donc il y a bien 2 états dans cette alim. Alors, évidemment, le but c'est de mettre ça de telle sorte qui disjoncte, enfin, qui passe en protection quand on a trop de tension en sortie. Donc, je peux le faire par exemple, on peut faire un essai ici, en mettant, admettons, je vais le mettre au maximum de telle sorte qu'il ne s'enclenche pas, voilà. Je vais mettre, admettons, 1,5 volt en entrée. Hop, je mets en route. Donc il sort à peu près, bon, on va dire 16-17 volts. Donc ça fait 16,256 divisé par 8, on doit être, je sais pas moi, 25 watts à peu près. Je sais pas, quelque chose comme ça. On doit être à peu près à 25 watts de sortie. Alors on va le régler pour qu'il bascule. Top. Voilà. Il a basculé, je suis passé à 5 volts. Donc, à peu près pour cette tension d'alimentation, il va disjoncter. Donc là, il faut que je l'arrête. Voilà. Je suis obligé de l'arrêter, d'arrêter le générateur pour qu'il se mette hors sécurité. Si je le remets, là, il fonctionne à peu près. Alors là, je suis à la limite du réglage. Donc là, j'ai une tension d'alimentation qui est à 37 volts. Voilà, et là, il est à la limite. Voilà. Donc le réglage tel qu'il est là, il est vraiment à la limite. Donc là, il s'est mis un petit peu en protection. Voilà, là, il se met en protection. Par contre, si je diminue évidemment la tension du générateur BF, évidemment, il n'est pas censé se protéger. Voilà, il ne bouge pas. Il faut vraiment que je monte à 0,5 volts pour... Hop, là, il est à 38 volts. Là, il est à la limite. Je pense qu'il va se mettre en protection à un moment. Voilà, c'est en protection tout seul. Donc voilà, bon, la protection fonctionne, hein. Donc ici le but c'est surtout de le régler pour qu'il fasse au-delà de 100 watts, quelque chose comme ça. Donc 100 watts ça fait sous 8 ohms. 100 watts sous 8 ohms ça fait quoi ça? Ça fait à peu près 29 volts. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en gros 29 volts en sortie, ce qui fait à peu près 1 volt en entrée.
Donc là, je suis à une trentaine de volts en sortie. On va dire que quand j'ai un volt RMS en entrée, on va mettre en sécurité. Donc il baisse et là, je tourne très doucement. Voilà, hop, là il est en sécurité. Donc là, ben, je l'ai réglé à peu près pour ça. Donc si j'arrête, si je mets 0,5 volts, il va fonctionner. Et si je mets 1 volt à peu près, ben, il va se mettre en sécurité. Voilà. Donc voilà, là il est réglé pour 100 watts. Et là j'ai remis 0,5 volts, mais il ne s'est pas défait. Là j'ai mis 0,1 volt, il ne s'est pas arrêté. Il faut vraiment que j'arrête le signal d'entrée pour qu'il se mette hors service. Donc c'est vraiment un truc qu'on est obligé de réarmer et il ne se remet pas dès qu'on sort des clous. Il y a vraiment un gros hystérésis dans le système. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement tel qu'il était évidemment prévu à l'origine. Et c'est bien bistable qui met une protection. Hein, et voilà. Alors ici, j'ai changé les fils qui sont là parce que en fait ces deux plaques s'étaient reliées par des tout petits fils, des fils comme ça. Toute la puissance passait là-dedans. Manifestement, chez Cabas, ils sont très originaux pour des schémas, mais alors quand il s'agit de faire passer des ampères, parce que ça peut faire plusieurs ampères, manifestement, ils ne savent pas calculer une section de câble. Parce qu'il faut bien voir que la puissance passe là-dedans. Hein. Dans les câbles, il y a quelques câbles où la puissance passe. Ça passe par la résistance de puissance ici, et par les transistors, par les collecteurs, etc. Donc, dans certains de ces câbles-là, ça passe, la puissance passe. Et ce sont des câbles qui cassent, mais comme du verre. C'est vraiment un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment de la saloperie. Donc là, je les ai changés parce qu'en l'ouvrant, de toute façon, la moitié des câbles se sont cassés instantanément. Vraiment, il y a par certains côtés, la construction n'est vraiment pas terrible. Par d'autres côtés, elle est vraiment super. Les connecteurs et tout ça, c'est vraiment sympa. Ok, donc, ceci dit, voilà l'appareil tel qu'il se comporte. Hein. On ne voit pas ici, mais on ne voit pas la diode. Il y a une diode en dessous, hein, et elle est critique. On va aller faire une paire de simulations avec LT Spice. On va voir que ça fait bien ça, hein, son comportement. Et on va voir aussi que ça ne régule absolument rien du tout. Ok, donc on va faire quelques simulations avec LT Spice, avec donc le schéma repris, avec le transistor à peu près équivalent à ceux du montage hein, que j'avais sous la main, avec une alimentation qui est de 46 volts. Hein. Après, on fera un essai en rajoutant une ondulation de 2 volts à 50 Hz dessus. Mais pour l'instant, on va regarder un peu le comportement en fonction de la position du potentiomètre ici, qui est indiqué par une variable X, qu'on va faire varier entre 5 kΩ et 10 kΩ. Sachant qu'en fait, il y a la moitié du potentiomètre qui ne sert à rien dans les valeurs données. Et la résistance de charge qui simule un peu l'ampli, qui varie sur une liste de 10 ohms jusqu'à 2500 ohms. Donc on va pouvoir faire des courbes multiples où on va faire varier le potentiomètre pour différentes charges. Donc, ici, on va lancer la simulation. Bon, elle prend un certain temps. Je vais prendre la tension de sortie comme valeur. Donc là, on voit déjà le premier truc. On voit la tension de sortie ici qui, hop, a une certaine valeur du potentiomètre pour ici une valeur de 10 ohms de charge. Donc c'est un fort courant. Elle chute sur vraiment une chute brutale à une valeur du potentiomètre. Alors, de temps en temps, on a quand même des effets bizarres, comme par exemple là. Ce qui veut dire que quelque part, la simulation a une instabilité quelque part. Donc ça, il y a ces instabilités qu'on retrouve. Et en fait, c'est lié simplement au démarrage, aux conditions initiales du montage, qui, pour certains points de mesure, se retrouvent en position stable avec transistor passant. Ce qui veut dire que les conditions de démarrage du montage sont importantes. Sinon, on se retrouve dans une situation avec un point fixe qui n'est pas celui auquel on s'attend. Donc, ça, quelque part, le simulateur, avec les limites qu'il a, il faut bien penser à ça, il y a potentiellement une sorte on va dire de fragilité des points de fonctionnement. Néanmoins, bon, si on ignore cette partie un peu instable, on voit que en fonction du courant, alors qu'est-ce qu'il nous fait là? En fonction du courant, ici, 10 ohms de charge qui fait sous 40 volts, ça fait 4 ampères, jusqu'à 2500 ohms, donc ça fait quelques dizaines de milliampères. On voit que
le seuil de basculement varie en fonction de la position du potentiomètre. Donc si on veut basculer pour, admettons, je ne sais pas, 50 ohms, disons ça fait 1 ampère, on va dire, ici, en fait, il faut mettre le potentiomètre vers 7K6, 7K, oui, 7K55, 7K6. Et donc, il va basculer lorsque le courant, même lui, il faut mettre juste après la courbe rouge, là, il va basculer en protection dès que le courant va dépasser les 1 ampère, on va dire. Donc voilà, ça indique vraiment le comportement. Alors on voit que lorsque la charge est faible, le seuil d'équilibre, une fois en protection, en fait, se retrouve avec des tensions plus élevées. C'est ce qu'on voyait lorsque l'ampli était à vide, on se retrouvait à 34 volts, quelque chose comme ça. Et dès que l'ampli est un peu en charge, en fait, la tension diminue vraiment vite. Donc on se retrouve à quelques volts par là. Donc on voit que la protection est d'autant plus forte que la demande en courant est forte. Donc, ce que j'avais dit, c'est que la diode et la résistance ici sont des composants très importants pour imposer, on va dire, des conditions de démarrage. Alors si j'enlève la diode, oui, si j'enlève la diode, j'ai dit, voilà, je vais enlever cette courbe. Si j'enlève la diode et que je lance une simulation, toujours sur la sortie, voilà ce qui se passe. Alors là, les instabilités sont vraiment fortes. Alors on voit une zone stable au début, mais on voit que en mode protection, ben, des fois ça fait n'importe quoi. Enfin, même souvent. Donc on a quelque chose qui a perdu vraiment sa stabilité. Et on remarque en fait ici une remontée. Alors ça, c'est lié aux caractéristiques de cette résistance-là. On trouve, c'est lié à ça, une espèce de pente ici. Donc on a vraiment un comportement très différent. Hein. Et pourtant, cette diode, si je la remets, elle est polarisée en inverse. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, à ce point-là, une tension supérieure à ce point-là. Ici, il n'y a pas de self, il n'y a rien du tout. Ici, on a une charge. On a forcément une tension ici qui est inférieure à la tension d'entrée. Et pourtant, la diode a un effet, ce qui veut dire que c'est le courant de fuite dans l'autre sens qui a un rôle. Alors, si j'enlève la résistance, voilà, si j'enlève la résistance et que je lance la simulation, ben, en fait, le comportement n'est pas aussi mauvais. Avec la diode seule, bon, il y a quelques instabilités qui arrivent, mais la diode seule suffit à faire fonctionner le montage. On a un fonctionnement qui est plus normal. Mais la résistance seule ne permet pas quelque chose de stable a priori au niveau simulation. Je pense que, vu le montage, l'ajout de la diode qui a été fait après coup a probablement remis en fait, une protection qui devait peut-être pas se mettre en route du tout, ou l'ampli qui se mettait en protection à l'allumage, ou enfin je sais pas. Je sais pas quel effet ça peut bien avoir à ce niveau-là. Je vais pas démonter pour l'enlever, hein, je vais pas faire ça. Mais on voit que les deux ont un rôle. Là, avec seulement la diode, j'ai quand même des instabilités encore, mais avec les deux, on a quelque chose qui est un peu mieux, un petit peu. Hein, si j'arrête ça et que je relance la simulation avec les deux, on va avoir quelque chose qui sera un petit peu plus propre. Là encore. La résistance n'a pas énormément de rôle. C'est vraiment la diode qui vraiment sert à quelque chose. Alors, si les gens ont une idée pourquoi cette diode-là fonctionne de cette manière et a été rajoutée spécialement, ce serait le bienvenu parce que ce n'est pas juste un problème de simulateur qui n'est pas très précis et qui a ses limites. Ça a été rajouté après coup. Donc je pense que ça montre quelque chose de réel sur le montage. Ok. Donc voilà, donc ceci dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la régulation de ce montage, voir à quel point il régule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer un point de fonctionnement unique. On va pas faire de... Je vais mettre un réglage au milieu. Je vais mettre une résistance de charge, je sais pas, on va dire à 200 ohms. Voilà. Ah non, je me suis gouré. Celle-là, c'est 200 ohms. On va, en fait, on va mettre en commentaire les steps parce qu'on va pas lancer le calcul sur tout. On va juste
calculer. On va juste calculer les transitoires. C'est-à-dire, pendant une seconde, on va voir ce qui se passe en sortie, sachant que la lime est 46 volts avec une sinus superposée de 2 volts à une fréquence de 50 Hz. Donc on va regarder les premières secondes de l'alimentation. Voilà. Donc si j'agrandis, voilà, l'alimentation, ben, sa tension de sortie, donc VCC, c'est 40 et des volts avec 2 volts de chaque côté, qui correspond à la tension qui est ramenée. Alors je peux l'ajouter, hein. Je peux rajouter une mesure ici sur l'entrée. Voilà, l'entrée est là, la sortie est là. Il y a juste la chute de tension dans la protection. Et on voit que c'est la tension de sortie, c'est la même que l'entrée. L'ondulation est maintenue exactement pareil. Il y a zéro régulation due à ce montage. Donc il faut bien voir que ce n'est pas du tout un régulateur, mais seulement une protection.